Salut à tous, alors c'est Frédéric de la vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo pour vous parler de vieillissement et pour vous parler de programmation de dégénérescence et de programmation de stérilité. Alors programmation de dégénérescence qui génère le vieillissement, c'est-à-dire la dégradation des individus, c'est-à-dire le fait que le renouvellement cellulaire, que le renouvellement de la structure de l'individu se passe de moins en moins bien et mène à la mort, et aussi cette programmation que l'on peut rencontrer dans l'espèce humaine de stérilité qui touche la femme principalement, puisque la femme à partir d'un certain âge ne peut plus faire d'enfants, alors que l'homme, lui, peut continuer à en faire. Donc l'homme n'est pas stérile et continue à être fertile toute sa vie, alors que la femme n'est en général fertile que pendant sa jeunesse. Sa vieillesse durant beaucoup plus longtemps en fin de compte que celle de l'homme, bien que les hommes meurent actuellement plus tôt que les femmes globalement, on va dire, parce qu'il y a des hommes centenaires aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc je vais vous parler, puis on va essayer de comprendre pourquoi, c'est une petite vidéo explicative et philosophique, pourquoi justement, il y a ces programmations. Alors, je fais cette vidéo suite à des discussions que j'ai eues sur mes réseaux sociaux, discussions ensuite que j'ai eues avec Michael D. Gundil et récemment ce soir avec un jeune garçon qui m'avait posé la question, qui m'avait demandé pourquoi la femme a une fertilité temporellement limitée. Il m'avait demandé pourquoi. Alors, on va essayer de répondre à ces questions. Et je vais vous parler de dégénérescence, déjà la base de la dégénérescence, le fait que nous soyons programmés pour à un certain moment nous dégrader. Alors, je vais parler un peu des homards parce qu'on m'avait on m'avait demandé sur mon réseau social pourquoi les homards n'avaient pas de programmation de dégénérescence. Et effectivement, je me suis renseigné, les homards, bien qu'ils ne vivent pas extrêmement longtemps, n'ont pas cette programmation de dégénérescence et en général, ils renouvellent leur organisme sans avoir une programmation qui fait que l'organisme va se dégrader tout seul progressivement pour mourir. Mais par contre, ils se dégradent et vous allez comprendre pourquoi. Alors, à la base, si les individus, si les êtres ont des programmations de dégénérescence qui mène à la mort, c'est tout simplement parce que le monde est en perpétuel mouvement et le monde change et que les individus doivent s'adapter au monde, donc ils doivent avoir des sélections génétiques qui vont faire que d'une génération à l'autre, les individus seront adaptés au nouveau monde, donc le milieu sélectionnant en fin de compte les individus ayant les mutations les mieux adaptées au milieu qui change en permanence. Donc les individus qui resteraient immortels finiraient par ne plus être adaptés à un monde qui est en perpétuel changement et ça ne marcherait plus. Donc les individus des espèces sont donc programmés pour générer au sein, quand ils transmettent leur patrimoine génétique, générer des mutations. Donc il y a des mutations aléatoires, mais il y a aussi ce qu'on appelle de l'épigénétique, c'est-à-dire le milieu générant la sélection de mutations déjà, on va dire, de mutations qui sont mises en mémoire, mais qui ne sont pas forcément exprimées. Donc le milieu lui-même va pouvoir faire ressortir des mutations qui sont en attente d'être stimulés par le milieu, ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc ça, il y a une espèce de réservoir de mutations qui se mettent en place, c'est-à-dire de programmation, de développement cellulaire, qui vont être exprimées ou pas en fonction de la stimulation du milieu, mais il y a aussi des mutations aléatoires qui vont être ou positives ou négatives, en fonction du milieu qui aura changé. Donc on ne peut pas garder un individu en permanence immortel, car il finirait par ne plus être adapté au milieu dans lequel il vit, le milieu changeant en permanence. Donc c'est pour ça que nous avons une programmation
une programmation de dégénérescence, tout simplement pour pouvoir avoir avec le temps des individus qui restent adaptés au milieu, l'important étant que la vie perdure et que la conscience dans les êtres supérieurs puisse continuer à exister, conscience qui est la conscience du monde ou de l'univers. Donc nous sommes la conscience de Dieu, en fin de compte, si nous le concevons d'une façon théologique ou scientifique, nous sommes la conscience du monde dans son ensemble, mais cette conscience doit continuer à exister dans des êtres adaptés à ce monde, donc nous sommes programmés pour mourir. D'un autre côté énergétique, si nous avions cette capacité à vivre éternellement, il y aurait un problème de confrontation entre les individus consommateurs d'énergie et on finirait par épuiser notre milieu et se faire des guerres entre nous. Donc ça arriverait au même niveau qu'une programmation de dégénérescence puisque le trop grand nombre d'individus ferait qu'il y aurait des conflits entre les individus et ça serait un moyen d'autorégulation. C'est beaucoup plus simple d'avoir un moyen d'autorégulation par dégénérescence. Alors ça concerne les hommes, et les autres espèces d'ailleurs, et comme des espèces comme l'homard, eux n'ont pas de programmation de dégénérescence pour une simple raison, c'est que leur structure même, c'est-à-dire leur carapace de chitine et le fait qu'ils sont obligés d'enlever cette carapace de chitine à chaque fois qu'ils se développent pour devenir de plus en plus grands, ils ont une croissance quasiment permanente, à un certain moment, ils deviennent trop gros, trop consommateurs d'énergie, et le fait de changer de carapace de chitine à chaque fois, fait qu'ils sont obligés d'aller récupérer trop d'énergie, ils restent vulnérables trop longtemps sans leur carapace, et ils sont obligés d'aller chercher trop d'énergie à l'extérieur, et rester trop longtemps pour pouvoir régénérer toute cette carapace, qui en fin de compte c'est un système de croissance qui n'est pas du tout efficace, et qui finit par les fragiliser, pas parce qu'ils dégénèrent, mais parce qu'ils s'affaiblissent progressivement plus ils sont gros lors de leur passage d'une carapace à un autre lorsqu'ils enlèvent leur squelette externe, ce qui demande une dépense d'énergie tellement énorme qu'à la fin, ils s'affaiblissent, ils deviennent vulnérables, ils ont des usures au niveau des yeux, au niveau de la carapace, ils génèrent plein de troubles qui sont des troubles fonctionnels dus à la pression du milieu et non à une dégénérescence programmée, et ils finissent par mourir affaiblis, fatigués et attaqués par des maladies parce qu'ils ne peuvent pas aller chercher autant d'énergie à chaque fois, ça consomme trop. C'est pour ça que des êtres comme nous, les mammifères, avons un système de croissance qui permet interne, pour des structures internes, avec des squelettes, qui est beaucoup plus économique pour une croissance, pour devenir grand, puisque le squelette grandit à l'intérieur du corps, et c'est beaucoup plus économique que de changer tout le squelette pour en retrouver un autre, comme font les arthropodes. Alors pendant quelques temps, les arthropodes pouvaient faire ça au début de la vie sur Terre, mais c'est rare d'avoir des grands arthropodes avec des gros squelettes externes, parce que ça consomme beaucoup trop d'énergie. Comme je vous le dis tout le temps dans mes livres, tout est énergétique. Si vous comprenez le monde au niveau énergétique, vous enlevez le côté émotionnel et vous avez compris comment fonctionne le monde et vous pouvez régler votre vie. Donc, programmation génétique de dégénérescence chez nous, les hommes, parce que on est obligé de s'adapter au milieu, alors que chez les homards, ils n'ont pas de progression, parce que de toute façon, de programmation, parce que de toute façon, leur système de croissance va les tuer à un certain moment sans qu'ils aient une dégénérescence programmée. Alors, si les hommes aussi peuvent vivre plus longtemps, c'est progressivement notre espèce était devenue une espèce qui vit 80 ans et plus. C'était quand même un record parmi les primates, puisque les chimpanzés vivent aux alentours de 40 ou 50 ans, et dans les zoos, avec des antibiotiques, avec une bonne nourriture, ils dépassent rarement les 50 ans, alors que l'homme peut atteindre 70, 80 ans. C'est tout simplement que les humains ont progressivement eu une sélection des individus qui vivaient le plus longtemps, parce que même en vivant longtemps, on ne devenait pas une concurrence énergétique pour les autres humains, puisque le problème c'est de ne pas rentrer en concurrence sur un milieu énergétique. Un chasseur-cueilleur, ça vit sur un milieu très vaste, et ça n'exploite pas le milieu comme un agriculteur, ça a besoin d'un endroit beaucoup plus grand, mais n'empêche que les hommes se sont mis à vivre de plus en plus longtemps. Pourquoi ? Parce qu'étant des êtres sociaux, verbalisés, ils pouvaient accumuler beaucoup d'informations pour maîtriser leur milieu. Ils étaient devenus extrêmement sociaux, avec une structure où chaque individu avait une particularité
était propre dans le groupe, une répartition des tâches, et certains individus devenaient des mémoires, une transmission mémorielle d'informations grâce au verbe, grâce au langage humain complexe, avec des notions de temps et une compression de données en sons, qui sont les mots. Donc à ce moment-là, ils pouvaient avoir une mémoire beaucoup plus importante et transmettre cette mémoire culturelle de génération en génération, ce qui fait qu'il y a une sélection sur les individus qui vivent le plus longtemps et qui peuvent être un réservoir spirituel, un réservoir d'informations culturelles et spirituelles qui permettent au groupe de mieux survivre et à l'homme de pouvoir se développer et de se répandre sur toute la terre. Mais aussi, c'était lié au fait qu'il y a une sélection des hommes qui vivaient plus longtemps, donc qui pouvaient accumuler encore plus d'informations. Bien sûr, ça a ses limites parce que on doit renouveler le patrimoine génétique des individus pour qu'il soit adapté au milieu, mais cette faculté de vivre plus longtemps chez les hommes s'est transmise, en fin de compte, progressivement a été sélectionnée parce que la mémoire verbalisée était extrêmement importante pour éduquer des petits à croissance lente et permettre à une humanité de vivre plus longtemps. Donc dans les primates, nous sommes les primates qui vivront le plus longtemps parce que nous avons des informations à transmettre utiles au groupe. Alors, comme on dit tout le temps, un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Oui, bon, maintenant on a l'informatique, on a tout ça, mais c'est vrai que les vieux étaient en fin de compte, des réceptacles mémoriels qui permettaient au groupe de survivre. Donc, sélection des individus qui vivent plus longtemps. Alors, la question qui venait derrière ça, c'était pourquoi les femmes, on parlait de programmation de stérilité, pourquoi les femmes, elles, ont une programmation de stérilité alors que les hommes n'en ont pas. Alors, j'ai discuté avec, j'ai pas son nom parce que j'ai fait une copie d'écran, Marc Ollier je crois. Alors je discutais avec lui et c'est tout simplement que le fait pour les femmes de faire beaucoup d'enfants à croissance lente et en les faisant vivre sur leur propre réserve énergétique, un petit ça reste humain, ça reste longtemps avec une femme, avec elle, qu'elle nourrit sa propre réserve énergétique, ça épuise énormément les mamans, et si elle continuait à faire des bébés très longtemps, elle mourrait. Donc il y a une espèce de programmation génétique pour les mamans de stérilité, pour ne pas les épuiser et pour ne pas les tuer, pour qu'elles puissent continuer à servir le groupe en devenant elles-mêmes des réceptacles mémoriels verbalisés pour apprendre aux autres mamans, la vieille mamie, qui est bien sûr la granise, la holder, sur les sites, qui elle n'est pas fertile, est stérile, mais devient, en fin de compte, celle qui apprend aux jeunes femmes à vivre et à exécuter leur rôle de maman et aussi exécuter leur rôle de femme en leur apprenant toutes les leçons pour vivre au foyer, pour savoir gérer une maison et savoir faire les petits travaux qui étaient autour du foyer, ou même la gestion, des fois, en Afrique où les femmes étaient un peu plus éloignées du foyer, puisque le climat leur permettait de s'éloigner, de partir avec le bébé avec elles, laissant des fois aux mamies ou aux sœurs le bébé avec elles, puisque le climat est assez chaud pour que le bébé n'ait pas une pneumonie. Donc on se retrouve dans des groupes un peu différents, avec des mentalités différentes, mais voilà, si les femmes sont programmées pour être stériles, c'est tout simplement que la grossesse, en elle-même, est quelque chose de terriblement fatigant, qui épuise la femme puisqu'elle va prendre l'énergie sur elle-même, et que faire une grossesse, 2 grossesses, 3 grossesses, 4 grossesses, 5 grossesses, 6 grossesses, ça épuise et ça tue. Donc à un certain moment, il vaut mieux garder des vieilles femmes qui apprendront aux jeunes femmes comment vivre et comment survivre, ainsi à l'humanité de perdurer, tout simplement. Il faut savoir que l'on peut regarder dans les cimetières avant qu'il y ait les antibiotiques, avant qu'il y ait toutes ces médecines prophylactiques, avant que notre humanité ait fait des progrès technologiques, les cimetières étaient remplis de squelettes d'enfants, d'enfants en bas âge, de petits-enfants qui mouraient de pneumonie en Europe ou d'autres maladies en Afrique, de jeunes mamans, qui mouraient en couche,
Alors que les hommes étaient moins touchés, les hommes étaient surtout touchés comme les enfants, comme les petites filles, mais aussi à l'adolescence, parce que les jeunes garçons sont plus violents, sont plus agressifs, et il y a souvent, le jeune adulte meurt plus souvent, les jeunes hommes, à cause de leur conduite un peu plus violente, à risque, qui génère des accidents, des pathologies, et boum, les jeunes garçons meurent plus que les jeunes filles. Les jeunes filles finissent par, en général, les femmes meurent plus en couche, puisque les hommes ne peuvent pas faire des couches, et c'était une cause de mortalité. Il y a qu'à regarder les cimetières, c'est très intéressant d'étudier justement ce qu'on retrouve, les ossements qu'on retrouve dans les cimetières. Et avant, les femmes vivaient pas beaucoup plus longtemps, ils vivaient moins longtemps que les hommes, hein, c'est très récent qu'elles vivent plus longtemps, parce que les grossesses les épuisaient, et les mamies étaient mamies, mais elles étaient quand même épuisées, fatiguées, alors que les hommes pouvaient vivre plus longtemps, même si leur travail les fatiguait. Ils n'avaient pas ce travail héroïque qui est, en fin de compte, la grossesse et l'accouchement qui épuisent comme et qui tue, un peu comme le soldat qui va à la guerre, risque de mourir et est épuisé. Chacun a sa guerre à mener pour survivre et permettre à l'humanité de perdurer. Donc voilà pourquoi les femmes ont une programmation de stérilité, tout simplement pour les préserver, parce que être mère est quelque chose d'épuisant. Donc, on a une programmation pour éviter justement de tuer les mères, pour qu'elles continuent après, les femmes plutôt, elles continuent à être utiles au groupe en devenant instructrices, en devenant des mamies qui portent le savoir. Alors, paradoxalement, les hommes, eux, n'ont pas de programmation de stérilité, tout simplement parce que ça n'a aucune importance pour eux. Les hommes peuvent continuer à faire des enfants tard. Bien sûr, peu d'hommes font des enfants tard, puisqu'en général, pendant des siècles, quand l'homme est passé agriculteur, c'était surtout les hommes riches qui accumulaient, qui faisaient des enfants, et tous les hommes ne faisaient pas d'enfants, alors que les femmes, elles, globalement, faisaient quasiment toutes des petits, mais tous les hommes ne faisaient pas d'enfants, c'était uniquement les dominants et les hommes qui avaient la capacité d'accumulation énergétique. Pas chez les chasseurs-cueilleurs, mais chez les agriculteurs qui sont devenus à partir de moins 10 000, on va dire à peu près moins 7 000, la majorité des humains sur Terre. Et à ce moment-là, il y a eu quelque chose d'assez pas sympa pour la plupart des mecs, c'est-à-dire que seuls ceux qui possédaient et ceux qui arrivaient à s'imposer socialement pouvaient faire des enfants. Et là, il y a une autre programmation intéressante qu'on peut voir, c'est que si les hommes peuvent faire des enfants, les fils de vieux en général dégénèrent moins vite. Alors pourquoi les fils de vieux dégénèrent moins vite? Parce que les chromosomes ont un petit bouchon au bout des chromosomes, ça s'appelle les télomères, qui est plus ou moins grand à la naissance et qui, en se réduisant, il se réduit, et quand il arrive en réduction, le bout des chromosomes commence à dégrader. Bon, c'est grossier, je ne suis pas un généticien, mais c'est à peu près ça. Et à ce moment-là, il y a commencement de dégénérescence de l'organisme de l'individu. Et les papas qui font des enfants tard, en général, eux, génèrent chez leurs petits des télomères plus longs, donc une programmation de dégénérescence plus tardive. Donc des individus qui seront en meilleure santé plus longtemps. Et pourquoi il y a cette programmation? Tout simplement pour les mêmes raisons de transmission d'informations et de transmission de capacité de gestion, de capacité de diriger le groupe et de l'unir, puisqu'en général, les papas qui font des enfants tard, c'est pas un pauvre gars, un mâle bêta, lui il va faire un petit gars tôt, c'est en général un mâle alpha bien inséré dans le groupe, qui domine le groupe, ou un individu qui a une importance stratégique pour le groupe, c'est-à-dire un artiste important qui transmet de l'information, un écrivain, un médecin connu, un ingénieur qui a réussi à faire de l'argent, un marchand riche qui arrive à, en fin de compte, diffuser des marchandises importantes pour le groupe, de la nourriture, de l'énergie. Donc quelqu'un qui a de l'importance pour le groupe, et cette personne qui a de l'importance pour le groupe, la nature justement sélectionne, comme c'est petit, permet d'avoir plutôt chez cet individu une télomérisation, c'est-à-dire que dans les bourses, dans les testicules, les chromosomes de l'homme, ils ont un télomère de plus en plus grand avec l'âge, ceux qui transmettent lors de l'accouplement, lors de l'union du chromosome mâle et femelle, de l'œuf de la femme avec le spermatozoïde.
Donc à ce moment-là, il y aura des enfants qui dégénéreront moins vite, les fils de vieux dégénèrent moins vite, parce que les vieux sont en général des individus qui peuvent, sur une certaine distance, une certaine espace temporel, devenir très importants et avoir une capacité d'accumulation de données, hein, d'accumulation de savoir, et en même temps une puissance de gestion qu'ils acquièrent avec l'âge, qui permet d'optimiser la survie du groupe, le groupe étant le garant de la survie de l'individu. Donc les fils de vieux sont en général des fils d'individus ayant une place importante dans le groupe et permettant de stabiliser le groupe, de l'unir ou de lui apporter quelque chose de positif, hein, dans le savoir qu'il va transmettre, mais en général ce sont les mâles dominants, donc ceux qui ont une capacité d'union du groupe, alors qu'ils unissent le groupe par la terreur, par la cruauté, ou par la bonne gestion et l'intelligence, on s'en fout, le principal c'est que le groupe soit uni, car un groupe uni, même s'il est cruel et méchant, il est toujours plus résistant qu'un groupe désuni, hein, où il y a une déliquescence des lois, une déliquescence des mœurs, où il n'y a pas de chef réel. À ce moment-là, ce groupe finit par être attaqué et remplacé par un autre groupe humain, hein, qui prendra les femmes. En général, ça se passe comme ça, et il disparaîtra, donc patrimoine génétique qui dégage. Donc on a l'intérêt d'avoir des vieux mâles qui, à ce moment-là, des vieux mâles dominants qui pourront faire des enfants avec les mêmes capacités. C'est à peu près une race d'alpha, les alphas faisant des alphas, les bêtas faisant des bêtas. C'est pas tout à fait ça, mais c'est grossièrement ça. Après, il est évident que on peut être un vieux et faire des enfants dégénérés, ça arrive, mais au cours de l'humanité, il y a eu ce processus qui s'est mis en place pour transmettre la vigueur intellectuelle et énergétique du vieux mâle avec une place dans la société à ces petits qui auront les capacités du papa à unir le groupe étant la chose la plus fondamentale pour la vie, puisque la vie des espèces sociales, puisque sans groupe uni, l'homme ne peut pas survivre dans une espèce sociale, n'importe laquelle, les individus ne peuvent pas survivre seuls, donc plus le groupe est uni, et chez nous les humains, est uni par des hommes de pouvoir, avec une capacité de cohésion, de faire une cohésion du groupe, par leur intelligence, par leur vigueur, par leur méchanceté, par leur cruauté, il y a plein de types, il y a plein de façons d'unir un groupe, mais ces hommes passeront leur patrimoine génétique d'alpha à leurs petits, et ce qui permettra une cohésion du groupe. Donc c'est pour ça que les hommes peuvent faire des petits très longtemps, mais bien sûr, et plus ils les font vieux, plus les petits dégénèrent moins vite, mais bien sûr, tous les hommes ne font pas ça. Comme dans les colonies de fourmis, dans les fourmilières, c'est en général, pendant très longtemps, c'était, en tout cas chez les Européens, un peu moins chez les Asiatiques, comme j'expliquais dans certaines vidéos, il y avait plus d'hommes, il y avait moins d'hommes qui faisaient des enfants, et toutes les femmes faisaient quasiment des enfants, et il y avait des hommes qui faisaient des enfants à plusieurs femmes. Ça s'est maintenu très longtemps chez les Européens, et par contre chez les Asiatiques, c'est beaucoup plus égalisé, parce qu'il n'y a pas une imposition réelle d'un bêta, et il y a un sentiment de collaboration, surtout les Asiatiques du Nord, hein, qui est due à la culture du riz, puisque on est obligé de faire passer le groupe et non ses intérêts personnels avant tout, puisque les civilisations asiatiques à partir de l'agriculture, se sont basées beaucoup sur le riz. Le riz étant fait pour les hommes, si vous voulez, sont obligés de faire les canaux qui vont ensemble, de faire ensemble les canaux qui vont irriguer les parcelles, les plantations, les rizières, chaque famille ayant sa rizière de la même taille à peu près, et tous les hommes faisant les travaux d'irrigation ensemble, ce qui fait qu'il n'y a pas il y a une oligarchie bien sûr, mais au niveau de la reproduction, il n'y a pas un homme qui va attirer plus de femmes, puisque tout le monde a à peu près la même parcelle, tout simplement. Donc il y a une oligarchie, il y a un défenseur, ça c'est tout le temps passé, hein, comme regardez ma vidéo, naissance des mafias et des oligarchies, vous comprendrez comment s'organise l'humanité depuis la nuit des temps, mais en Asie, il y a, si vous voulez, une monogamie, hein, plus marquée qu'en Europe, où il y a, même si on est polygame, on est monogame extérieurement en Europe, ça a été
beaucoup plus longtemps, en vérité, une espèce de polygamie non avérée, parce que les femmes se donnaient aux hommes qui étaient les plus riches, donc aux hommes qui accumulaient le plus d'énergie, et il n'y avait pas cette culture du riz, il y avait cette culture plutôt des céréales, qui fait que chaque individu s'occupe de sa parcelle, hein, et c'est celui qui la gère le mieux qui attire le plus de femmes, les femmes étant attirées par l'énergie, parce que sans cette énergie, on ne peut pas faire de petits échanges sexe contre énergie. Donc voilà, petite vidéo intéressante. Donc dans ces régions-là, eh ben, il y a une polygamie plus marquée. Et par exemple, quand on arrive au Moyen-Orient ou au Maghreb, la polygamie était encore plus marquée dans certaines zones, puisque le territoire est très pauvre et on donne la femme qu'à celui qui, par son intelligence, sa cruauté, sa force, est capable d'unir les tribus, hein, dans ce milieu, et de générer une loi très stricte, et de générer une stabilité du groupe. En général, c'est par la cruauté, la peur, la force, mais aussi la bonne gestion et l'intelligence. Et c'est à celui-là qu'on donnera les femmes, parce qu'il peut les nourrir. Donc on se retrouve, en général, avec une polygamie encore plus marquée, et encore moins d'hommes qui font des petits, et plus... toutes les femmes font des enfants en général, et moins d'hommes faisant des enfants, puisque quand il y a polygamie marquée, on se retrouve avec des hommes avec plusieurs femmes, mais des hommes sans femmes aussi. C'est le problème. Donc voilà. Mais c'est toujours l'homme d'un certain âge qui va créer une lignée qui dégénérera moins vite. Voilà, petite vidéo de 26 minutes 34 improvisée, avec des redondances comme vous me connaissez, mais qui, je l'espère, vous aura fait comprendre pourquoi nous dégénérons et pourquoi les hommes peuvent transmettre leur gène plus longtemps, pourquoi les femmes ne peuvent pas transmettre en fin de compte la vie, pourquoi elles sont stériles plutôt, alors que l'homme reste fertile très longtemps. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos interrogations, que vous voyez maintenant le monde autrement. Le monde est dur, mais c'est le monde. Mais en fin de compte, il n'est fait que pour une seule chose, permettre à la vie de perdurer et à la conscience du monde ou de Dieu de croître et de vivre en nous et de prendre conscience de l'immensité de l'univers dans lequel nous vivons, immensité de l'univers qui n'est qu'une illusion au sein de la conscience, car il n'y a qu'une seule chose de réel, la conscience, et l'univers est infini en elle. C'était Fred Delavier, à bientôt.